Ça, ce sont des citoyens européens, qui ont des opinions politiques, des préoccupations, des intérêts. Et ça, c'est l'Union européenne, qui adopte des lois qui vont avoir un impact sur la vie de ses citoyens. Entre les deux, on a le Parlement européen, dont l'objet est justement de créer un lien direct entre les citoyens et l'Union européenne pour rendre l'Europe plus démocratique. Un parlement, on en trouve dans tous les systèmes démocratiques, comme par exemple notre Parlement français. Ça sert à déterminer qui est au gouvernement, à contrôler les ministres et à décider du contenu des lois. Mais malgré de fortes ressemblances, nous allons voir en quoi le Parlement européen est très différent d'un Parlement classique. Pour voir ça, nous allons regarder comment les citoyens européens élisent leurs députés européens, comment ces députés s'organisent et travaillent au sein du Parlement européen à Strasbourg, quelle est la majorité politique qui le dirige et quel est le poids des députés français. Nous verrons aussi quels sont les pouvoirs du Parlement européen et notamment son rôle dans la désignation de la Commission européenne et dans le vote des lois européennes. Et pour finir, nous verrons quelles sont les limites du Parlement européen. Comment sont désignés les députés qui composent le Parlement européen ? Au total, le Parlement européen compte 720 députés, et le nombre de députés élus dans chaque pays dépend de sa population. L'Allemagne en élit 96, la France 81 et l'Italie 76. Du côté des petits États, Chypre, Malte et le Luxembourg n'en élisent que 6 chacun. Tous les 5 ans, 400 millions d'électeurs européens sont appelés aux urnes pour les élire. Le scrutin a lieu à peu près le même jour dans toute l'Union. Dans chaque État membre, les électeurs ont le choix entre plusieurs listes qui sont conduites par des figures politiques nationales. Les sièges sont répartis à la proportionnelle des voix obtenues par chaque liste qui a fait au moins 5%. Contrairement aux élections législatives françaises qui se font au scrutin majoritaire, il n'y a donc pas de déformation entre le nombre de voix et le nombre de sièges obtenus par une liste. Par exemple, aux élections législatives de 2017, le Rassemblement national avait obtenu 13% des voix, mais seulement 1% des sièges à l'Assemblée nationale. En 2019, aux élections européennes, avec un quart des voix environ, il avait obtenu un peu plus d'un quart des sièges. Les députés européens élus dans chaque État membre se retrouvent à Strasbourg. Ils ne se regroupent pas par nationalité, mais par affinité politique, dans les différents groupes politiques du Parlement. Aujourd'hui, le groupe politique le plus important est celui du Parti populaire européen, qui regroupe les eurodéputés de droite, comme par exemple les Républicains français. Le deuxième est le groupe des socialistes européens, dans lequel siègent les socialistes français. Ensuite vient le groupe centriste Renew Europe, qui compte les députés français Renaissance, puis le groupe des Verts européens, qui compte aussi les Verts français. Ensuite, le groupe des conservateurs et réformistes européens, où ne siège aucun député français. Le groupe Identité et démocratie, où siègent les députés français du RN, et enfin le groupe La Gauche, où siègent les députés français de la France insoumise. Et certains députés n'appartiennent à aucun groupe. Chaque groupe politique s'est doté avant même les élections d'un programme identique dans tous les États membres qui a servi aux candidats des différents pays pour faire campagne ensemble. Au sein de chaque groupe politique, la dimension nationale ne disparaît pas totalement pour autant. Par exemple, un PPE et un Renew français auront une position assez proche sur la politique agricole commune. Et cette position sera assez différente de celle d'un PPE ou d'un Renew néerlandais. D'ailleurs, les députés d'une même nationalité au sein d'un même groupe politique sont organisés en délégations. Ils discutent entre eux des positions qu'ils adopteront avant que le groupe, dans son ensemble, adopte sa propre position. Et parfois, la délégation d'un État membre a une position très différente du reste du groupe du fait d'une spécificité de son pays. Mais malgré ces clivages nationaux, on observe que les députés d'un même groupe votent globalement de façon cohérente. Le taux de cohésion des votes dépasse 80% pour la plupart des groupes et atteint même 90% chez les Verts. Seuls les groupes Creux et ID ont des taux de cohésion faibles qui illustrent des désaccords fréquents en leur sein. Le poids de chaque groupe dessine l'équilibre politique du Parlement européen. Mais comment est composée la majorité qui le dirige ? Nous allons voir ça maintenant et ce sera une des premières différences par rapport à un Parlement classique. Dans un système parlementaire, l'élection permet de dégager une majorité au Parlement pour soutenir un gouvernement. Soit parce que les partis ont fait campagne ensemble pendant l'élection sur un programme précis et qu'ils sont arrivés en tête, c'est ce qui arrive la plupart du temps en France,
soit parce que, après les élections, les partis discutent et décident de former une coalition pour gouverner ensemble. C'est ce qui se produit souvent en Allemagne. Au Parlement européen, les choses ne se passent pas comme ça. Il n'y a pas de majorité ou de coalition clairement identifiée, car il n'y a pas vraiment de gouvernement à soutenir. Nous y reviendrons. On peut tout de même relever certaines tendances. Il y a tout d'abord un clivage entre les groupes qui soutiennent la construction européenne et les autres. Les députés européens ont mis en place ce qu'ils appellent un cordon sanitaire vis-à-vis des députés ID et de certains creux afin de les écarter des postes à responsabilité. En ce qui concerne l'activité législative, les majorités peuvent être différentes sur chaque texte, mais elles reposent dans 80% des cas sur les 4 groupes centraux, les socialistes, les Verts, Renew et le PPE. Le clivage gauche-droite peut cependant parfois aussi s'imposer, par exemple sur les textes environnementaux. Ainsi, on observe fréquemment des majorités allant du groupe La Gauche jusqu'à Renew, voire même jusqu'au PPE. En revanche, les groupes Creux et ID sont plus isolés et ont peu d'influence sur les textes votés. Dans ce contexte, quel est le poids des députés français ? Leur influence dépend du poids de leur groupe et du poids de la délégation française au sein de ce groupe. La délégation RN pèse fortement dans le groupe ID, mais on a vu que ce groupe est dans une opposition stricte et il a donc très peu d'influence sur les lois votées. De même, la délégation de la France Insoumise a un poids important au sein du groupe La Gauche, ce qui lui a permis d'obtenir une présidence de commission, mais ce groupe est un peu isolé par rapport aux groupes centraux, ce qui limite l'influence de ses députés. Les groupes PPE et socialistes sont les 2 plus gros et donc les plus puissants du Parlement européen, mais les délégations françaises y sont très modestes, à peine 5% de chacun de ces groupes. Les députés français PPE et socialistes ont donc un peu d'influence grâce à l'importance de ces groupes au sein du Parlement, mais la faiblesse des délégations fait qu'ils n'ont obtenu aucun poste de premier plan. Les députés français qui ont le plus d'influence sur les lois votées sont en fait les députés Verts et Renaissance. Ces 2 groupes ont du poids au sein du Parlement car ils sont souvent nécessaires pour parvenir à une majorité et les délégations françaises y ont un poids important. Ainsi, les Renew français détiennent la présidence du groupe et 3 présidences de commission. Et les Verts français disposent aussi d'une présidence de commission. Globalement, les députés français ont de l'influence, mais moins que les députés allemands. Il faut dire que les Allemands constituent la première délégation du groupe PPE et du groupe des Verts, ainsi que la 2e délégation du groupe socialiste. Ils pèsent donc fortement dans les groupes les plus importants. Nos députés européens sont élus et ils se sont organisés en groupes politiques. Ils peuvent maintenant travailler pour contrôler l'exécutif européen et voter des lois. Le Parlement européen exerce un contrôle sur la Commission européenne, ce qui rapproche l'Union européenne d'un système parlementaire comme par exemple le système britannique. Au Royaume-Uni, le roi désigne comme Premier ministre le leader du parti arrivé en tête aux élections. Et ce candidat doit obtenir la confiance de la Chambre des communes pour entrer en fonction. L'Union européenne reprend cette logique. Un candidat est désigné par le Conseil européen qui doit le choisir en tenant compte du résultat des élections européennes. Ce qui signifie a priori qu'il doit désigner un candidat issu du parti arrivé en tête aux élections européennes. Ce candidat va ensuite devant le Parlement européen pour présenter son programme. Et s'il obtient le soutien de la majorité, il devient le président de la Commission. Le Parlement européen aimerait pouvoir contraindre le Conseil européen et lui imposer un candidat, mais pour l'instant, il n'a pas réussi à le faire. En 2019, il soutenait l'Allemand Manfred Weber du PPE, mais le Conseil européen a choisi Madame Ursula von der Leyen, allemande et PPE également, et finalement, le Parlement a accepté cette candidature. Après cette approbation du président de la Commission, le Parlement européen doit aussi donner son approbation à l'ensemble du collège des commissaires. Ces commissaires sont désignés par chaque État membre. Nous verrons en détail la désignation de la Commission dans la prochaine vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner. Avant l'approbation du collège, chaque candidat commissaire est entendu par la commission compétente du Parlement européen, qui peut refuser sa candidature. C'est ainsi qu'en 2019, la Française Sylvie Goulard a été refusée et la France a dû désigner un nouveau candidat.
Le contrôle du Parlement européen continue après cette phase de nomination, puisqu'il peut adopter une motion de censure à la majorité des 2/3 de ses membres, ce qui a pour effet de renverser la Commission. C'est comme ça qu'en 1999, la Commission Santer a dû démissionner car le Parlement européen était sur le point d'adopter une motion de censure. Au-delà de son rôle de contrôle de l'exécutif, le Parlement européen est également un législateur. C'est une évolution assez récente, car jusqu'aux années 90, ses pouvoirs législatifs étaient extrêmement limités. Et c'est le Conseil de l'Union, qui représente les États membres, qui adoptait les lois quasiment seul. Les pouvoirs du Parlement européen ont été progressivement renforcés par les traités successifs, jusqu'au traité de Lisbonne de 2007, qui a mis le Parlement européen et le Conseil sur un pied d'égalité pour ce qui concerne la procédure législative ordinaire. Malgré ce renforcement, le Parlement européen ne dispose pas du droit de proposer de nouvelles lois européennes. Les projets sont présentés par la Commission européenne, qui dispose du monopole de l'initiative législative. La suite de la procédure ressemble ensuite à ce qui se fait au niveau national, entre les deux chambres du Parlement. Pour qu'une loi européenne soit approuvée, il faut qu'elle soit adoptée dans les mêmes termes par le Parlement européen et par le Conseil. Au sein du Parlement, une des commissions est saisie du texte en fonction de son sujet. Par exemple, un règlement sur la politique agricole sera envoyé à la Commission de l'agriculture. La Commission nomme un rapporteur, c'est-à-dire un député qui va spécifiquement étudier les effets du texte. Il rédige un rapport et propose des amendements. Il est accompagné par des rapporteurs fictifs qui appartiennent chacun à un autre groupe politique et qui vont suivre le texte pour leur groupe. La Commission adopte le rapport, puis le Parlement se prononce en séance plénière sur la base de ce rapport. Il peut rejeter le texte, l'adopter tel quel ou le modifier. Le texte adopté par le Parlement fait la navette avec le Conseil, qui peut aussi le modifier. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un texte commun. Pour faciliter cet accord, un comité de conciliation peut se réunir. Il rassemble des représentants du Parlement et du Conseil et doit essayer de parvenir à un texte commun. Il existe également la procédure des trilogues, qui consiste à réunir des représentants du Parlement, du Conseil et de la Commission avant même le premier examen du texte en séance plénière. Le but au sein du trilogue est aussi de s'accorder sur un texte commun qui sera ensuite adopté selon la procédure ordinaire, dès la première lecture, par le Parlement européen et par le Conseil. Maintenant qu'on a vu le fonctionnement du Parlement européen, peut-on dire qu'il a autant de pouvoir qu'un Parlement national classique ? Tout d'abord, le Parlement européen a des limites institutionnelles. On vient de voir qu'il est co-législateur avec le Conseil de l'Union. Mais ce n'est pas le cas sur certains sujets, pour lesquels s'applique une procédure législative spéciale. C'est le cas notamment pour le budget pluriannuel de l'Union européenne. C'est le Conseil qui décide à l'unanimité et le Parlement peut approuver ou rejeter la proposition du Conseil, mais il ne peut pas la modifier. Ou encore, en matière de fiscalité indirecte, c'est là encore le Conseil qui statue à l'unanimité et le Parlement ne peut que donner son avis, qui n'est pas bloquant. Ces différents sujets représentent moins de 10% des lois européennes, mais ils limitent les pouvoirs du Parlement européen sur des sujets essentiels. Par ailleurs, le Parlement européen a aussi des limites politiques. La composition de la Commission européenne est décidée par les États membres. Son équilibre politique n'est donc pas le reflet direct de la majorité qu'il y a au Parlement européen, alors que ça devrait être le cas dans un régime parlementaire classique où la majorité du gouvernement dépend de la majorité du Parlement. Certes, le Parlement européen pourrait refuser d'investir la Commission si elle ne correspond pas à sa majorité, mais pour l'instant, il s'est limité à refuser la nomination de tel ou tel commissaire, et plutôt pour des raisons d'éthique ou de compétence que pour des raisons politiques. Il ne joue donc pas un rôle comparable à celui d'un Parlement national pour déterminer les politiques publiques qui sont conduites par l'Union européenne. Et enfin, le Parlement européen est aussi limité par la faible participation aux élections européennes, qui le rendent moins légitime. En 2019, à peine plus de la moitié des électeurs européens sont allés voter. Cette faible participation est peut-être aussi un reflet des limites des prérogatives du Parlement européen, car si le Parlement n'a pas assez de pouvoir, cela donne moins envie d'aller voter pour élire les députés européens. Le renforcement du rôle du Parlement européen est sûrement l'un des chantiers de l'Union européenne pour les prochaines années afin de lutter contre le déficit démocratique de l'Union européenne. Mais cela nécessitera de modifier les traités européens. Et si vous voulez savoir ce que sont les traités européens, comment on les modifie et ce qu'ils contiennent,
Vous pouvez aller regarder cette vidéo sur le fonctionnement de l'Union européenne en général. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.